bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Borderon et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors, j'ai l'honneur d'accueillir Madame Marjolaine Meunier-Millefert, députée de l'Isère, vice-présidente de la Commission du développement durable, co-animatrice du plan de rénovation énergétique des bâtiments et rapporteure de la mission d'information sur la rénovation énergétique. Également Julien Burgholzer, bâtiment Grand Est, ingénieur des travaux publics de l'État, architecte habilité à la maîtrise d'œuvre en nom propre, anciennement expert au sein du ministère en charge du développement durable et du logement. Fabrice Knoll, Knoll Architecture, donc il est architecte, travaille notamment sur les extensions, les restructurations, l'architecture intérieure et le design de produits seconde œuvre ou de décoration. François Lierman, qui est architecte des PLG, architecte citoyen, il est spécialisé en qualité environnementale et globale du bâtiment, en thermique et physique du bâtiment, et vice-président de l'Ordre des architectes du Grand Est. Et moi-même, je suis à Borderon, je travaille au CEREMA, et je suis expert international au sein du ministère en charge du développement durable et du logement. Alors, cette table ronde qui nous réunit, démolir, reconstruire ou rénover, elle prend tout son sens dans le mot rénovation. Alors, rénovation au sens du langage courant pour cette table ronde, rénover égale refaire à neuf, parce que rénovation pour les puristes, au sens de la rénovation urbaine, comprend une part de démolition finalement. Donc là, voilà, on est vraiment plus dans le terme de la réhabilitation, c'est-à-dire réutiliser l'existant et le remettre en usage, en fonctionnement satisfaisant. Et donc, dans cette table ronde, démolir pour reconstruire, rénover, réhabiliter, on sent vraiment qu'on est sur un sujet majeur, ne serait-ce qu'au niveau des enjeux. Alors, voilà, en ce moment, l'actualité nous a mis sur le neuf, puisqu'on a parlé de la nouvelle réglementation environnementale 2020. C'est tout frais. Hier, il y a eu des annonces importantes du gouvernement sur le sujet. Et vraiment, on intègre cela dans l'enveloppe globale, la gestion du parc existant qui prend tout son sens dans la trajectoire carbone et utiliser tout ce qui est disponible. Alors, on a un flux historique dans notre pays de rénovation urbaine avec un fonds continu, avec des grands mouvements. On a tous en tête le Baron Haussmann sur Paris, les grands mouvements de rénovation urbaine sous De Gaulle, sous Pompidou. Plus récemment, dans les années 2000, avec l'ANRU. L'ANRU, c'était quand même 200 000 démolitions en 5 ans. Et même sur Strasbourg, qui aurait dû accueillir en présentiel ce colloque, on a les locaux connaissent la grande percée de Strasbourg sous l'époque allemande, où on a vraiment restructuré la ville complètement avec beaucoup de démolitions. Alors, le secteur de la démolition, c'est quand même 13 milliards d'euros en un an environ, à mettre au regard des 150 milliards d'euros que représente le secteur du bâtiment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est relativement important. Et on verra ensemble au cours de cette table ronde qu'est-ce qu'on peut faire finalement dans le sens du carbone, dans le sens dans l'avenir, quel chemin on peut tracer. Alors, je vais arrêter là mon introduction et on va se lancer tout de suite dans la première thématique qu'on va aborder ensemble. Finalement, est-ce que réutiliser l'existant, tout à fait simplement, est-ce un moyen efficace d'émettre moins de carbone? Pour ça, je vais tout de suite donner la parole à Madame la députée sur cette intégration du bois carbone dans le monde du bâtiment et cette nécessité. Oui. Bonjour, alors ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la table ronde. Merci de m'y avoir invité. Oui, effectivement, on est en train de voir une évolution en fait dans le secteur des bâtiments dans leur ensemble. Jusqu'à présent, on s'intéressait beaucoup à l'économie d'énergie. Et aujourd'hui, la question du carbone, évidemment, sous le poids de la lutte contre le changement climatique, s'impose de plus en plus comme un critère vraiment central, ce qui est un peu nouveau en fait historiquement dans le secteur des bâtiments. Donc, il faut peut-être juste rappeler quelques petits éléments. Dans un bâtiment neuf performant, entre 60 à 90% en fait de l'impact carbone se trouve justement dans la phase de construction. Donc, et dans les bâtiments anciens, c'est plutôt l'inverse, c'est la mauvaise performance thermique associée à un mode de chauffage carboné qui vont générer le CO2. Donc, effectivement, quand on se dit qu'on peut réutiliser les matériaux pour pouvoir justement arriver à un bâtiment performant, on fait l'économie de ce qui coûte le plus cher en carbone dans la construction neuve. Donc, effectivement,
on se rend bien compte que c'est un sujet. Il n'y a pas l'approvisionnement en plus des matériaux qui viennent de loin et donc l'impact des transports en plus qui s'ajoute à l'impact de la production des matériaux eux-mêmes. Et donc, on se retrouve avec un sujet que vous posez très, très bien, effectivement. Comment on doit passer peut-être de la construction à la rénovation? Comment les deux se lient? Jusqu'à présent, on a beaucoup cloisonné en fait les sujets. Il y avait le neuf d'un côté, la rénovation de l'autre. C'était des sujets qui se disaient de manière vraiment très séparée. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on va vers une forme de convergence des sujets, à la fois vers des bâtiments rénovés qui doivent atteindre progressivement des logiques de performance identiques à des bâtiments neufs. C'est bien vers ça qu'on tend. Et de l'autre côté, effectivement, des bâtiments neufs qui doivent s'inventer tout en étant dans une logique d'amélioration, de transformation de la logique d'aménagement du territoire, parce que les attentes sur le bâtiment neuf aujourd'hui sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on a pu avoir dans les années précédentes. On se rend bien compte qu'en termes d'aménagement du territoire, on a des transformations. Donc, est-ce qu'il faut effectivement reconstruire la ville sur la ville? Est-ce que ça s'appelle du neuf ou est-ce que ça s'appelle de la rénovation? C'est un petit peu les sujets que vous posez. Vous l'avez dit, hier, on a eu des annonces sur la RE 2020. Ça a fixé, je trouve que ça a quand même bien clarifié les enjeux pour tout le monde parce que les choses sont claires. La première, les trois objectifs sont simples. Le premier, c'est vraiment sobriété énergétique et décarbonation de l'énergie. Donc, on est bien sur deux sujets en même temps sur la RE 2020. C'est pas l'un qui prendrait la place de l'autre, c'est-à-dire qu'on n'irait pas juste décarboner sans s'occuper de l'économie d'énergie, c'est bien les deux en même temps. Ensuite, il y a effectivement diminuer l'impact carbone dans la construction des bâtiments. Donc là, c'est toute la phase sur les matériaux, l'analyse de leur cycle de vie complet qui est pris en question. Et enfin, il y a cette question de garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur. Et ça, on voit bien que c'est déjà l'adaptation au changement climatique qui est posée. Donc, on sait que c'est un travail de long cours qui est déjà lui-même commencé. Toutes les filières sont engagées aujourd'hui sur cette transformation depuis plusieurs années. Donc, c'est un travail work in progress, comme on dit. C'est en train d'avancer. Et puis, on sait qu'on ne va pas le faire de manière absolument radicale, mais c'est une tendance dans laquelle on va pouvoir s'engager vraiment collégialement avec des objectifs simples et clair. Merci Madame la députée pour cette remise en perspective. J'ai envie de poser la question à Julien Burgholzer. Mais alors, pour intégrer le carbone comme argument majeur dans la prise de décision, dans l'acte du choix, quelle méthode, qu'est-ce que vous observez? Bien, bonjour à tous. Merci Julien, merci Madame la députée pour cette introduction. La méthode, effectivement, qui va s'imposer à nous tous, et principalement la maîtrise d'œuvre dans le domaine du bâtiment, c'est la méthode de l'ACV. Donc, elle a été expérimentée dans le cadre de Plus et Moins, auquel beaucoup d'acteurs ont contribué. J'avais une diapositive que j'avais préparée à cette occasion-là et qui rebondit un petit peu sur les éléments qu'a introduit Madame la députée sur l'impact du poids carbone lorsqu'on considère effectivement la question faut-il démolir pour reconstruire ou rénover? Ça a été dit, mais donc l'expérimentation l'a prouvé par des chiffres qu'on a aujourd'hui à disposition après des centaines d'expérimentations sur plusieurs bâtiments en France. Effectivement, la matière, c'est les 2/3 du bilan carbone d'une construction en moyenne, et ça peut être plus, ça peut monter jusqu'à 90% si le bâtiment est par ailleurs très performant d'un point de vue énergétique. Donc cette méthode-là, c'est la méthode ACV, c'est celle-là qui nous permet aujourd'hui et de plus en plus à l'avenir, de mesurer le poids carbone de nos projets et de comparer les options qui s'offrent à nous en tant que maître d'œuvre, mais aussi généralement au stade de programmation d'une opération, de savoir s'il vaut mieux effectivement privilégier la rénovation ou aller sur les options de bâtiments neufs. Sur la question de départ, qui est de dire effectivement faut-il mieux démolir pour reconstruire ou rénover, avant de repasser la parole à mes collègues de table ronde, je reviendrai juste sur quelques leviers. La question n'est pas forcément binaire, on n'a pas toujours simplement le choix entre démolir ou rénover. D'autres possibilités un peu plus fines s'offrent à nous. Ça peut être par exemple de réutiliser les structures existantes, la structure représentant un poids carbone majeur parmi ces 60% de matière que j'évoquais. Deuxième piste, ça peut être de réemployer les matériaux, soit in situ, soit ex situ, via des plateformes d'échange et des filières associées au réemploi. Soit aussi, si on fait vraiment un projet à neuf, ça peut être d'avoir recours à des procédés de construction bas carbone sur tous les lots de construction,
dans le gros œuvre, dans le second œuvre, dans le cadre d'une approche globale pour vraiment limiter l'impact carbone de nos bâtiments. Merci Julien. J'ai envie de vous laisser la parole sur un point, Madame la députée l'a bien exprimé. Le carbone et l'énergie ne sont pas des objectifs opposés, il faut les mener de front. Et alors, de votre expérience, comment est-ce qu'on peut viser des performances énergétiques, des performances de consommation en réhabilitation, rénovation, qui sont aussi performantes que dans le neuf? Alors, oui, bon, déjà, je répète ce qui a été dit, mais effectivement, l'impact énergétique, on le voit bien, grâce à l'approche carbone et ACV, il est quand même plus faible quelque part, d'un point de vue environnemental que l'enjeu carbone. Mais si on s'intéresse quand même à ce facteur-là, qui est prépondérant sur le parc existant, oui, c'est possible. Aujourd'hui, les expériences récentes l'ont montré. On arrive globalement, si je parle uniquement de l'aspect consommation d'énergie, on arrive sur des opérations de rénovation importantes, à tendre vers des niveaux de consommation énergétique qui seraient ceux d'un bâtiment neuf. Donc là aussi, les expériences l'ont démontré. Cela suppose toutefois une chose sur laquelle effectivement il faut que collectivement on agisse. C'est d'effectuer des rénovations énergétiques le plus global possible et d'éviter effectivement des rénovations, comme on le constate malheureusement souvent, des rénovations élément par élément qui sont plus guidées par des opportunités de travaux ou de réparation et qui ne sont pas coordonnées et donc qui généralement ont tendance un peu à tuer le gisement et à empêcher le bâtiment existant d'arriver à des performances énergétiques identiques à des bâtiments neufs. Merci, je crois effectivement que là, vous touchez un point extrêmement important. Vous, François Liermann, qui êtes un architecte spécialiste de cette question d'environnement et de thermique et de physique du bâtiment, je pense que là-dessus, vous pouvez nous donner des éléments vraiment intéressants. Donc, performance, carbone, thermique, rénovation. Oui, bonjour à tous. Merci en tout cas de m'avoir invité à cette table ronde et j'embrayerai vraiment sur ce que vient de dire Julien Burgholzer sur ce potentiel en fait que révèle le bâti existant et sur le gain qui est possible de faire. Donc c'est vraiment ces capacités, le gisement d'économie qu'il va falloir viser. Il est clairement là. Pour le niveau de performance, pour reprendre la dernière question, oui, ce qui est basse consommation, ce qu'on appelle basse consommation compatible, c'est à peu près ce qu'on pourrait faire en neuf aujourd'hui. L'idée, c'est d'étudier le bâtiment jusqu'à un niveau de performance de consommation qui serait celui-là. Donc, c'est-à-dire ne pas épuiser son potentiel d'économie possible. Ça, c'est sur les consommations d'usage, on va dire. Donc, un niveau le plus élevé possible. On a même déjà certaines expériences sur du bâti récent, donc de la reconstruction, donc des bâtiments collectifs qui ont été poussés au niveau passif. Donc, dans certains cas, dans certaines typologies, c'est tout à fait possible. J'aimerais compléter un peu le sujet et le poser, si vous voulez bien, et partager quelques images avec vous plutôt que des mots. Si je retrouve mon diaporama. Pardon. Donc, c'est pas le bon diaporama qui s'affiche. Pas celui-là, non. Ça, c'est pas le mien. Bon, je dirais presque peu importe. Le premier truc qu'il faut retenir, c'est le stock dont on dispose. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a un stock de bâtiments existants qui est gigantesque. En France, en moyenne, on dit qu'on a un tiers des bâtiments qui ne sont d'avant 48, donc des bâtiments anciens, donc construits avec des matériaux, on va dire traditionnels. Un tiers du stock qui est le bâtiment de la reconstruction jusqu'aux premières réglementations thermiques, donc vous allez 74 à peu près, 75, et un autre tiers donc qui a suivi à partir des premières réglementations thermiques début des années 80 jusqu'à nos jours. La rénovation, le renouvellement par le neuf représente en gros 1%. Donc il faut bien retenir que tout le travail que l'on pourra faire sur le neuf, même s'il ne consomme plus rien, zéro, ne sauvera pas en fait finalement la gabegie énergétique ou le potentiel énergétique que représente le bâti existant. Ça, c'est en moyenne en France. Si on va dans les campagnes, si on s'éloigne des grandes villes, le bâti existant représente plutôt dans les 80-90%. Donc, c'est bien celui-ci qu'il faut considérer.
Une dernière fois, je vais essayer de mettre mon diaporama, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Où sont les gisements d'énergie grise ou de carbone dans les bâtiments? Il y a différents filtres de lecture qu'on peut se donner. C'est les parties de l'ouvrage, ça a déjà été dit. Bien sûr, le gros œuvre et la structure. Et si on regarde très bien, c'est les équipements techniques, donc tout ce qui est chauffage, ventilation, etc. Donc ces deux gros postes représentent à peu près les 2/3, voire les 3/4 de l'énergie grise dans un bâtiment. Donc on peut s'interroger déjà sur le maintien en place des structures, c'est-à-dire de tout l'existant, et après, bien sûr, de la technique embarquée. Si on regarde les phases de vie d'un bâtiment, c'est essentiellement dans la fabrication de ces matériaux neufs qu'on va trouver bien sûr l'énergie grise et le carbone qui est dégagé, et dans la maintenance du bâtiment, puisque généralement c'est pendant plusieurs décennies. Le chantier, la déconstruction ne consomment très peu ou émettent très peu de carbone. Si on regarde après les matériaux uniquement, ce sont les matériaux plutôt très industrialisés qu'on a connus après la guerre, qui sont très émetteurs de carbone, mais là je n'apprends rien à personne, et plutôt les matériaux biosourcés, le bois pour faire générique, etc., issus de filières renouvelables, qui sont les moins chargés en carbone. Et bien sûr, l'origine des matériaux, donc je vous la fais simple aussi, c'est pareil pour les tomates. Donc ce qui vient de très proche de chez nous est moins carboné que ce qui vient de l'autre bout de la planète. Si on prend en raisonnement, par exemple, juste ce qui nous aidera à faire sur un bâtiment les économies d'énergie d'usage, par exemple les isolants, on peut regarder de très très près quels sont les impacts à usage équivalent de différents isolants, et donc le type d'isolant, donc qu'ils soient plutôt pétrochimiques ou bien fibreux ou recyclés, etc., sont plus émetteurs de carbone puisque nécessitent plus d'énergie grise pour être fabriqués, transformés, etc. Et on peut reclasser également ces isolants-là par ceux qui sont biosourcés, qui stockent du carbone plutôt que ceux qui les émettent. Et là, le distinguo est extrêmement important lorsque l'on commence à rentrer sur les chiffres. Dommage, j'ai des images, mais je ne peux pas vous les passer apparemment. Ensuite, dans la démarche, je pense qui doit nous réunir aujourd'hui ou dans les années à venir, juste pour terminer, c'est bien de se rendre compte que l'énergie grise qui est dans les bâtiments existants, dans le bâti existant, est déjà dans l'atmosphère quelque part. Donc le mal étant déjà fait, il ne s'agit pas d'en rajouter. Ce que disait Madame la députée, c'était effectivement qu'ils étaient énergivores, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Au fur et à mesure, on a appris à faire des bâtiments basse consommation, mais en intégrant beaucoup d'énergie grise à l'intérieur. Aujourd'hui, il s'agit de joindre ces deux objectifs-là, c'est-à-dire de réduire toute la part énergie grise des bâtiments en travaillant sur l'existant lié au stock que j'évoquais tout à l'heure, et bien sûr en les travaillant au mieux pour avoir un niveau de performance énergétique le plus réduit possible. Dit autrement encore, si on fait du neuf, ça ne peut être que des bâtiments issus de filières biosourcées avec très très peu de consommation énergétique. Donc le paradigme est là et l'équation, je pense, est posée dans ce sens-là. Je vous aurais bien proposé des images, mais elles ne passent pas à l'écran, donc on verra ça plus tard. Merci à vous. Merci François. Alors, je crois que j'ai ici une très bonne transition puisque, alors, si je reprends le problème, je remonte d'un cran à la question de départ, il me semble que un des arguments d'aller vers la démolition, c'est souvent que l'usage du bâtiment ne correspond plus aux attentes d'utilisateurs potentiels de ce bâtiment-là. Il me semble que c'est un point important. Et de ce fait, on choisit de démolir un bâtiment pour en construire un qui correspondrait parfaitement à ce qu'on en attend. Alors là-dessus, je voudrais avoir l'avis de Fabrice Knoll, qui a une grande expérience de ce sujet. L'usage du bâtiment, Monsieur Knoll, est-ce qu'on peut toujours adapter un bâtiment finalement? Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde, je suis ravi d'être avec vous. Ma réponse spontanée, ce serait de dire oui, on peut toujours arriver à donner une autre destination à un bâtiment. Moi, ce qui m'intéresse dans un bâtiment, c'est à la fois son histoire de bâtiment en lui-même, son histoire sociale, qui l'a utilisé, pourquoi il a été construit à une certaine époque, et surtout qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'il exprime au sein de la ville ou au sein d'une zone industrielle ou d'une zone rurale. Et je pense que les gens cherchent du sens. En même temps, pour moi, l'écologie a une dimension humaine extrêmement grande. Bien sûr, il s'agit
ne pas impacter de ne plus impacter autant notre planète. Mais il y a également, je dirais, une question sanitaire presque mentale qui est de retrouver à la fois notre histoire et de la réutiliser, de ne pas l'obérer et de pouvoir dégager dans un bâtiment existant à travers toutes les couches, parce que souvent quand on nous donne un bâtiment à rénover, on se retrouve avec plusieurs couches, plusieurs strates en fait, qui ont été plus ou moins mises au cours des âges et qui correspondent à des utilisations différentes. Et quand un client vient nous trouver pour un usage bien déterminé, on se rend compte que le bâtiment, par ses différentes strates, nous empêche à la limite d'optimiser sa structure et d'optimiser l'utilisation qu'on va en faire. Donc à ce moment-là, on essaye de se retrouver dans l'histoire et on se repose la question de qu'est-ce qu'on garde de la structure du bâtiment qui correspond à la fois à son histoire réelle, intrinsèque, et qui va correspondre à la nouvelle vie qu'on va lui donner. Parce que l'usage d'un bâtiment, c'est la vie, c'est donner une vie à un quartier et permettre à des gens d'y travailler, d'y vivre, de s'y retrouver. Donc cette dimension-là, pour moi, elle est essentielle et je pense qu'on peut vraiment, je serais tenté de dire dans 99% des cas, sauf si le bâtiment est vraiment dans un état lamentable, on peut se permettre de rénover, restructurer et redonner une nouvelle vie à un bâtiment. Alors, je crois que vous vouliez nous présenter un exemple, justement. Oui, alors cet exemple-là, il est pour moi un petit peu emblématique parce que, alors c'est vrai qu'on fait 95% de rénovation, et là on se trouvait dans un quartier qui est quand même très sauvegardé puisque c'est un des 2 quartiers parisiens qui a un plan de sauvegarde, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une dimension à la fois historique dans le Marais à Paris, historique, urbaine et j'allais dire commerciale et humaine. C'est-à-dire que le Marais est à la fois un grand témoin de l'histoire de Paris et de la manière dont il a été structuré urbanistiquement au XVIIe siècle, et également de la manière dont il s'est mis à revivre. Parce que le Marais, dans les années 60, était un quartier pas du tout prisé. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des joyaux, en fait, qui étaient en mauvais état, qui avaient besoin d'être réhabilités, rénovés. Et le Marais est devenu ce quartier magnifique, redevenu ce quartier magnifique qu'on connaît maintenant. Et à l'intérieur de ce quartier, donc on peut voir dans la diapositive suivante, il se trouve qu'on fait pas mal de rénovations d'hôtels. Et ce bâtiment avait été racheté par un hôtelier indépendant. Et quand il nous a appelés pour venir le restructurer, on a trouvé un immeuble adhéré à un mur historique. Et ça, c'était une première trouvaille intéressante dans une petite pièce. Donc ça fait partie un peu des bonnes surprises de l'architecte. On a trouvé des pierres appareillées et quand on a cherché l'histoire de ce quartier, puisqu'on est à côté de la place du marché Sainte-Catherine, on s'est dit, sans pouvoir le dire avec certitude, mais avec une grande probabilité, que c'était un reste de l'ancien cloître Sainte-Catherine. Alors, cette cour, elle était indiquée, alors ce bâtiment était en U, avec une cour chichement plantée dans un bâti urbain ancien, au premier abord, pas forcément super intéressant par rapport à certains très beaux hôtels particuliers du Marais, mais en creusant bien, d'abord c'était une structure bois et pierre caractéristique et c'était très intéressant à travailler, mais quand on a regardé les différents documents historiques, on s'est rendu compte que cette cour, bien sûr, elle participait à l'urbanisme du quartier, mais en réalité, au cours des âges, elle avait été plusieurs fois fermée. On peut passer à la diapo suivante. Et voilà, donc du coup, on s'est dit, le premier geste qu'on a eu spontanément, c'est de se dire, les clients ne doivent plus rentrer côté Sévigné, rue de Sévigné, mais au contraire, côté rue d'Ormesson, qui est plus calme et qui permet de rentrer par la cour, de rentrer à l'intérieur du bâtiment en U, qui d'ailleurs s'est révélé être 2 bâtiments, un bâtiment en L et un petit corps de bâtiment plus ancien. Donc notre premier travail, ça a été de se dire, on va retrouver un travail de ferronnerie à l'ancienne, des plantations, un peu comme dans le Marais, un habillage menuisé des façades avec des modénatures d'époque. Et on a commencé à travailler sur un projet un permis de construire de cet ordre-là. Et puis ensuite, comme on va le voir sur l'image suivante, on s'est rendu compte, si on peut revenir, merci. On a retrouvé des photos du début du XXe siècle qui montraient bien l'existence d'un mur qui fermait cette cour,
murs pas en très bon état, mais qui reliait les deux bâtiments. Donc cette recherche d'archives nous a permis de continuer notre discussion avec l'architecte des bâtiments de France, qui a été une discussion très ouverte d'ailleurs, je l'en remercie. À un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi ne pas recréer, puisque tout le quartier, le but de ce quartier, c'est d'améliorer également la vision architecturale de l'ensemble et de redonner une intimité à chaque bâtiment tout en le faisant participer à la vie urbaine. On s'est dit, pourquoi ne pas avoir un portail comme un portail d'hôtel particulier, appareillé comme s'il avait été construit à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, et garder ce portail ouvert, d'une part les clients rentrent, mais aussi pour que les passants puissent avoir envie de venir prendre un café dans cet hôtel. Et donc faire participer à la vie du quartier tout en donnant l'intimité aux utilisateurs. Et on a eu la chance donc que l'ABF accepte ce projet, et on s'est retrouvé ensuite à restructurer le bâtiment, et là on a eu quelques surprises, comme on va le voir sur l'image suivante. On s'est retrouvé avec, en fait, c'est là qu'on a découvert, on a vraiment tout dégagé, puisque après dans notre travail, on s'est aussi dit qu'il était impératif d'abord qu'on consolide la structure, donc il y a eu quelques éléments de bois à consolider en termes de charpente, on a eu des reprises en sous-œuvre à faire, et bien sûr, on a enlevé tout ce qui était superflu, pour enlever du poids également et retrouver de l'espace, pour permettre de pouvoir isoler intérieurement le bâtiment tel que les normes actuelles le demandent. Alors on a retrouvé un peu une double structure, parce qu'il y avait la structure que vous pouvez voir sur l'image de gauche, qui était vraiment les poutres d'époque et qui tenait, je dirais, l'ensemble des étages, mais à un des étages, on a retrouvé une ancienne rénovation qui était en fait faite moitié avec du métal et moitié avec du bois de moins bonne qualité. Donc il a fallu retravailler un petit peu tout ça. On a renforcé certaines poutres, notamment une grosse poutre du rez-de-chaussée, et ça nous a permis de faire notre projet. On va voir un autre exemple sur la page suivante. Merci beaucoup. En fait, on a... alors, sur ce projet, nous, on intervenait en tant qu'architecte. On est effectivement, comme l'a dit Julien, à la fois architecte et architecte d'intérieur, mais sur ce bâtiment, le propriétaire travaillait avec une décoratrice qui devait, là aussi, exprimer son talent sur un certain nombre de détails. Et au rez-de-chaussée, on a retrouvé, si vous voyez le trumeau de la fenêtre qu'on voit sur l'image de gauche, on trouvait cette poutre de forme intéressante. Et donc on en discutait avec les charpentiers, et en fait, historiquement, il s'est avéré que cette poutre était probablement récupérée d'un bateau, puisque vous savez que Paris, Fluctuat nec mergitur, était un ancien port marchand, et cette forme de poutre trahissait une utilisation marine. Donc pour nous, c'était une raison de plus de retrouver l'âme du bâtiment, parce qu'elle nous apprenait aussi une partie historique de la construction des bâtiments de l'époque, qui n'hésitait pas à réutiliser écologiquement d'autres matériaux, soit d'un autre corps de métier, soit venant d'un autre bâtiment. On peut continuer. Et voilà, donc, peut-être vous pouvez nous donner finalement un petit mot de conclusion sur cette expérience? Tout à fait. Alors, le mot de conclusion, c'est que d'abord, on a eu la chance d'avoir un ABF et un maître d'ouvrage qui était intéressé à la fois par l'aspect historique et l'aspect écologique et l'aspect urbain. Et dans l'ensemble du projet, on s'est retrouvé à véritablement, pour moi, faire un travail d'architecte, dans le sens où il était à la fois historique, commercial, urbain et bien sûr architectural. Merci pour ce retour, c'est passionnant, je pense qu'on peut en parler longtemps. Bon, là, on est sur un cas vraiment de bâti patrimonial avec beaucoup de sens, beaucoup de valeur. Mais voilà, on sent à travers cet exemple que la rénovation, la réhabilitation, ça nécessite quand même des compétences qui peuvent être dites particulières, mais je ne sais pas si le mot est adapté. Madame la députée, là-dessus, sur les métiers et les compétences, finalement, où est-ce qu'on doit aller? Oui, alors déjà, bravo Fabrice Knol pour ce superbe projet. C'est vrai que quand on voit la rénovation comme ça, on se dit quand même que c'est quand même à peu près fantastique.
Voilà, le sujet maintenant, c'est de rendre toutes ces compétences-là accessibles à tous, en fait. C'est de voir comment un projet d'exemplarité comme le vôtre peut demain être accessible à monsieur et madame tout le monde à peu près partout. C'est un petit peu ça la question, parce qu'on se rend bien compte que là, aujourd'hui, c'est pas à la portée de tout le monde de mener un projet de ce type. Et effectivement, ça ne se fait pas sans les gens pour le faire. Donc, il y a les gens comme vous pour le penser, et puis ensuite, il faut mettre en œuvre. Et dans la mise en œuvre, moi, je voulais vraiment souligner ça parce que sur les sujets de rénovation énergétique, on a tendance à beaucoup planifier l'avenir en se disant d'ici à 2050, il faudrait qu'on fasse tant de travaux par année, qu'on ait X mètres carrés rénovés, etc., etc. Mais en fait, on ne pense pas forcément le nombre de personnes qu'il va falloir, les mains concrètement qu'il va falloir pour monter ces projets-là. Et donc, pour vous donner quelques éléments de contexte, le secteur complet du BTP, c'est 1,5 million de professionnels. Sur ces 1,5 million de professionnels, il y a 460 000 entreprises qui ne sont que d'une personne, c'est-à-dire qui n'ont pas de salariés. Donc ça, il faut le savoir. C'est aussi un secteur qui a perdu dans les 10 dernières années 250 000 emplois. Pas parce qu'il n'y a pas de travail, mais parce qu'effectivement, il y a des gens qui partent à la retraite. Hein. En 2019, c'est 140 000 départs à la retraite. Et donc, on a progressivement une forme de compétence qui s'en va. Et effectivement, il faut qu'on retrouve ça. En formation, c'est pareil. On a un nombre d'enfants en formation, enfin de jeunes en formation qui a baissé. C'est moins 45 000 élèves en formation en 10 ans. Et donc, on se rend bien compte que ça, c'est pas cohérent avec un objectif sur le neuf et la rénovation qui est grandissant. D'un côté, on a des objectifs qui augmentent, et de l'autre côté, on a une main-d'œuvre qui, quelque part, s'amoindrit. Et donc, en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, je pense, dans les années qui viennent, c'est vraiment miser vraiment très fortement, non seulement sur le décloisonnement des compétences, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a cloisonné le neuf d'un côté, la rénovation de l'autre. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a besoin de compétences croisées, en fait, hein, pour faire des rénovations performantes et magnifiques comme celles que vous avez présentées à l'instant. On a besoin à la fois de savoir modéliser à quoi va ressembler le bâtiment plus tard. On a besoin en même temps du savoir de l'artisan qui connaît en fait le bâti existant, qui sait comment les matériaux réagissent quand on les travaille, etc. Ce que ceux qui sont spécialisés dans le neuf savent pas bien faire. Ceux qui sont spécialisés dans le neuf, eux, ils ont une maîtrise souvent bien plus grande des outils numériques que les artisans, eux, comme je disais tout à l'heure, qui sont de petites entreprises, ne se sont pas encore appropriés. Donc, on va pouvoir, et moi j'en suis persuadée, et c'est là peut-être l'opportunité qui est devant nous, on va pouvoir croiser ces compétences et s'enrichir, parce que moi j'aime bien l'idée de penser toujours la crise comme dans les opportunités qu'elle propose. La crise qui arrive, elle va casser des emplois, on le sait, techniques, mais ce sera du coup une grande opportunité pour le secteur des bâtiments de recruter des compétences techniques dans d'autres secteurs qui vont nourrir les compétences techniques du bâtiment et qui vont apporter avec leurs propres expériences de l'innovation et des choses qui vont pouvoir permettre qu'on puisse avancer ensemble. Donc voilà, moi je pense que si je dois dire 3 points un peu clés, c'est ça, c'est rapprocher les professionnels du neuf et de la rénovation pour rendre nos entreprises du BTP plus résilientes aux enjeux qui viennent et plus agiles dans leur capacité à les traiter. C'est aussi saisir et capter les compétences dans d'autres secteurs qui vont s'offrir à nous dans les temps qui viennent et s'imaginer que ça va nous permettre justement de faire un bond d'innovation parce que quand on croise les savoirs et les compétences, on innove. Et en dernier point, réduire la fracture numérique et se dire que aujourd'hui, toute entreprise du secteur du BTP doit pouvoir être capable de s'approprier les outils du BIM, qui sont vraiment des outils d'avenir. Pas parce que le BIM, c'est joli, parce que ça fait bien quand on le prononce, etc., mais parce que c'est un outil concret de performance au service des entreprises et des projets qui sont menés. Voilà un petit peu les points sur lesquels je voulais insister sur la question des compétences. Merci. Donc là, effectivement, là, on commence à avoir vu pas mal finalement de notions qui découlent de notre interrogation initiale. Hein. On voit qu'il y a pas mal de l'arbre comprend beaucoup de branches. Julien Burgolzer, je voudrais qu'on revienne sur un point, parce que tout à l'heure on l'a très très brièvement évoqué, c'est finalement la décision entre démolir ou reconstruire ou rénover, réhabiliter. Finalement, cette décision, quel est le meilleur moment pour la prendre? Qui autour de la table? Comment est-ce qu'on procède?
Oui, effectivement. Alors, je vais rebondir sur les propos de Madame la députée, cette notion de décloisonnement que je trouve très intéressante entre le neuf, la rénovation, ça a été dit, entre les métiers. Ce décloisonnement, il est aussi important à comprendre dans le concept quelque part de la neutralité carbone. Comment est-ce que collectivement on peut atteindre un parc immobilier neuf existant qui soit le plus neutre possible en carbone? Effectivement, ça demande aussi un décloisonnement complet des façons de concevoir un projet et un décloisonnement complet entre les acteurs. Je voulais partager avec vous un petit schéma sur une diapo, si on peut l'afficher, s'il vous plaît, qui illustre un peu justement ce propos et qui montre comment... il n'arrive pas, non, je vois pas afficher à l'écran. Pas pour l'instant. C'est pas grave, je peux le commenter sans cela. Un schéma effectivement qui montre comment l'enjeu carbone est une problématique qui touche l'ensemble des acteurs de la construction. Cela part effectivement de la décision même de... merci, là, je vois la diapo arriver ici. Donc il faut la projeter un petit peu en grand sur vos écrans, sans la commenter en détail, parce que c'est pas ce que je vais vous faire, c'est de montrer comment cet enjeu carbone est vraiment entre les mains, si je peux dire, de l'ensemble des acteurs de la construction, et donc cette notion de décloisonnement est importante. En décomposant quelque part l'impact carbone d'un projet selon différents facteurs et différents leviers à disposition, différents leviers d'action, on se rend compte que toute la chaîne de l'immobilier quelque part est concernée, en partant du promoteur, de l'aménageur, des personnes qui ont à gérer un parc immobilier et qui ont déjà intrinsèquement dans leurs mains la décision initiale de dire est-ce que je privilégie la rénovation ou est-ce que je m'oriente vers une démolition et vers du neuf. Une grande part de la décision repose déjà chez ces acteurs-là. Et ensuite, le cycle continue sur les aspects de conception. On l'a dit, la maîtrise d'œuvre a bien sûr un rôle important à jouer sur le choix des techniques et les orientations de projet quelque part, la conservation au maximum des éléments possibles, le réemploi, l'emploi de procédés bas carbone. Les entreprises, bien sûr, ont un rôle important dans la réduction de l'impact carbone des modes constructifs et des modes opératoires sur chantier. La vie en œuvre, donc c'est toute la phase d'exploitation, la performance énergétique qui contribue encore environ pour un tiers, on l'a dit tout à l'heure, à l'impact carbone d'un bâtiment. Et donc il faut continuer à agir sur ce levier-là de réduction des consommations. Et on rejoint ensuite des notions qui peuvent être développées à l'avenir aussi de compensation ou de séquestration du carbone, et pour toucher petit à petit les usagers dans leur ensemble, qui ont dans leur pratique aussi un rôle forcément important à jouer dans la réduction de l'impact carbone du bâtiment et de son usage. Merci Julien. Je crois qu'on voit vraiment que effectivement on a balayé avec toi là ici la chaîne de l'ensemble des acteurs qui sont concernés. On voit que c'est effectivement tous les acteurs. Alors je voudrais donner le mot de la fin de cette première partie de table ronde à François Lierman pour revenir sur un certain nombre de sujets et pour notamment sur vraiment cet aspect méthode. Quelle méthode on peut avoir ensemble, quelle méthode on peut proposer pour justement y arriver, finalement aller vers moins de carbone, aller vers des réhabilitations intelligentes. Oui, merci. Je crois qu'effectivement, par rapport à la masse, je reviens au truc de tout à l'heure, la question qui va se poser, c'est déjà bien clarifier l'objectif de tout le monde, donc la masse du parc bâti, mais la masse des opérateurs qui sont autour, ce que vient de dire Julien, donc la masse des acteurs du bâtiment qui doivent finalement fonctionner dans le même sens. Donc l'objectif de réduire d'urgence, je dirais, les émissions de carbone, puisque le changement climatique est en route et on a à peu près 10 ans pour essayer d'améliorer la pente dangereuse sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc il s'agit effectivement d'un plan Marshall. Tu parlais de grands plans directeurs. Je pense qu'on est à l'échelle d'un plan Marshall sans aucun problème par rapport au réchauffement climatique, qui une fois de plus est peut-être plus problématique encore que le Covid. Ensuite, donc comment on fait pour agir sur cette mutation? Alors, j'aimerais encore souligner autre chose, c'est bien prendre conscience du bâti conventionnel. Je dirais pas celui qui est préservé, sauvegardé par les ABF, etc., qui est très précieux, mais qui est pas le plus massif, je dirais quelque part. C'est plutôt comment, aujourd'hui, on démocratise la décision de rénover.
comment on permet en fait Monsieur Tartampion de prendre la décision au bon moment dans son parcours de vie, parce qu'on fait pas ça plusieurs fois dans sa vie, on peut le faire une ou deux fois au moment d'une session. Donc c'est à quel moment déjà dans un parcours de vie, et je tiens à ça, à souligner ça, on accompagne on accompagne à prendre les meilleures décisions. Voilà, c'est plutôt ça. Donc à quel moment on fabrique cette rencontre, cette alchimie, hein, on voit que chaque projet est atypique parce que tous les ingrédients sont à chaque fois renouvelés, c'est un prototypage à chaque fois, donc l'uniformisation m'interroge beaucoup. Il faut uniformiser la méthode, mais surtout pas les solutions, puisque bien sûr le client ou l'usage, la fonction du bâtiment va changer à chaque fois. Je crois en la rénovation aussi à un côté très architectonique, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas je pense que changer d'usage d'un bâtiment, et notamment le conventionnel, si on est à la campagne, on aura plutôt des traces de vieilles fermes ou des choses de ce type-là qui étaient pensées pour cet usage-là. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fera plus des fermes, donc on en fera des logements, des bureaux, des logements accessibles, des showrooms, enfin des bistrots. On pourra imaginer tous les ingrédients d'un village, d'une ville, dans des espaces qui n'étaient pas pensés pour ça. Donc il y a le côté imagination qui est très importante et la diversification des usages. Une fois de plus, on ne sera pas sur la monoculture de la mono-usage. Donc comment on fait ville? Donc c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. Et une fois de plus, déclinons les grandes villes riches, des villes pauvres et des banlieues reculées, puisqu'on aura à chaque fois des décisions qui seront légèrement différentes ou des leviers différents. Donc ce que je peux suggérer par rapport à la méthode, donc déjà l'objectif, on le partage. Le gisement, il est devant nous. Je pense qu'il faut déjà savoir sur quoi on travaille. Un peu comme on irait chez le Toubib quand on a un problème, il s'agit de faire les bons diagnostics et bien connaître finalement le patrimoine qui fait quand même culture, hein, qui fait typicité, paysage, etc. N'oublions pas toutes les autres valeurs culturelles de l'architecture traditionnelle. Hein, donc c'est aussi toutes ces choses-là. Donc comment on prend conscience du gisement finalement, de mutations possibles et d'amélioration des besoins énergétiques. Ça s'appelle des études préalables, on peut appeler ça comme ça, et ça peut se décliner vraiment de commune en commune ou de terroir en terroir, et je pense que c'est cette échelle qui est juste. Je parle de la justesse des réflexions et la justesse des relations culturelles, de proximité. Si on parle des artisans, ce qui vient d'être évoqué, très souvent les artisans d'un cru connaissent assez bien le patrimoine ancien de ce cru. Et ils savent beaucoup mieux agir dessus. Et je dirais, si on peut ouvrir des vannes de travail, tout simplement, auprès des artisans, qu'ils soient seuls ou à plusieurs dans une entreprise, peu importe, leur dire qu'il y a du travail qui donne sens, de nouveau, à leur savoir-faire, c'est tout à fait prioritaire. Je pense qu'ils sont en attente aujourd'hui de nouveaux marchés, on peut appeler ça comme ça tout simplement, ou de renforcer leur savoir-faire avant qu'ils ne disparaissent. N'oubliez pas qu'il y a un papy boom qui arrive aussi chez les artisans et il s'agit de renouveler aussi des savoir-faire ou de les transmettre. Donc c'est vraiment le moment. Et les thématiques rénovation, matériaux biosourcés, matériaux anciens sont très porteurs de tous ces sens-là. Donc étude préalable pour savoir la matière grise, hein, ça coûte toujours moins cher que l'énergie grise, et puis de façon à pouvoir partager avec ceux qui décident, donc ça peut être des collectivités, un conseil municipal ou une Comcom ou des privés. On voit bien qu'on est déjà dans des systèmes de décision complètement différents. On va pas pouvoir agiter les mêmes étincelles. Et comment on peut leur esquisser la capacité de mutation de leur bien. Donc diagnostic, imagination et rentrer des programmes, je dirais, des fonctionnalités dans ces bâtiments-là ou dans les villages, tout simplement en faisant des études de vocation, on peut appeler ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette chose-là? Souvent, c'est une très bonne question. Et à partir de là, les ingrédients techniques d'amélioration de consommation ou de confort, d'adaptation au changement climatique, sont des solutions techniques qui se trouvent dans un deuxième temps. D'accord? Et une fois de plus, en fonction du patrimoine et de l'usage, on pourra les décliner. Donc, je ne peux que prêcher aussi. Je dirais pour ma paroisse, à un moment donné, c'est qu'il y a des ensembliers qui s'appellent des architectes, par exemple, et qui ont cette valeur culturelle, technique, d'accompagnement économique, d'ancrage sur un territoire auprès de ces artisans, de leurs artisans, qui permettrait de mieux aborder cette transition, cette mutation qui est très nécessaire, je le rappelle. Merci. Merci François, c'est parfait. Alors, oui. Alors, on va rajouter quelque chose qui regroupe rapidement. Oui. Et puis il y a des questions qui arrivent, hein. Il y en a un certain nombre, donc on va encore avoir du temps de parole pour répondre.
Donc, Fabrice, rapidement, oui. Oui, juste 2 minutes, parce que je voulais lier ce qu'a dit Madame la députée et ce qu'a dit François. C'est vraiment primordial, cette histoire humaine, parce qu'en fait, effectivement, les architectes s'entourent de compétences, et notamment d'artisans ou d'entreprises du patrimoine ou pas, mais qui ont une véritable, un sens des modes de construction historiques à l'échelle locale. Mais je pense qu'il faut effectivement, comme dit François, un plan Marshall de cette reconnaissance. Parce que si on donne un élan à grande échelle de toutes ces initiatives qu'on voit poindre depuis plusieurs années et qui sont pour certaines très abouties, on arrivera à donner un élan à la fois économique, humain et solidaire à une remise en état de notre patrimoine. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on a une première question? Alors, oui, vas-y. Merci à tous pour cette table ronde riche. Je pense que ça va inspirer du coup les participants de voir différemment justement quand ils ont des travaux de réhabilitation, de démolition. Et du coup, il y a des questions qui arrivent. Donc, je passe la main à ma collègue Marie-Christine Nagel donc pour se faire le porte-parole du chat. Merci Zoé. Effectivement, on a quelques questions qui sont arrivées. Donc déjà, une un peu plus spécifique et orientée vers une personne. Donc je vais commencer par celle-là et après ce sera des questions un peu plus générales. Et du coup, Julien Gordevant, je vous laisserai orienter les personnes pour répondre. Donc la première, c'était spécifiquement pour Monsieur Knoll. C'était, auriez-vous d'autres exemples de réalisation, restructuration significative en région? Alors, en termes historiques, un peu moins, mais effectivement, on travaille aussi bien sur du bâti des années 70 que sur du bâti du 19e siècle, de l'haussmannien ou autre. Donc oui, on a énormément d'exemples de ce type, soit à l'échelle d'un appartement, soit à l'échelle d'un hôtel de 300 chambres. Donc ce travail-là, il se fait aussi bien, et les réponses sont bien sûr différentes, en fonction de l'année de création du bâtiment et des avatars qu'il a pu subir. Parfait, merci. On peut passer à la question suivante. C'était, avez-vous en tête des programmes de développement de filières de formation spécialisées dans la restructuration, dans le développement du réemploi des matériaux qui nécessitent par exemple des compétences spécifiques de dépose fine? Alors, peut-être Madame la députée. J'imagine bien que vous alliez me passer le bébé là. Oui. Alors, à moins que quelqu'un d'autre ou comme François ait entendu des choses là-dessus, on pourra en rebondir. Je vais pas me défausser, mais je vais vous dire qu'en fait, moi je suis en ce moment en train, dans le cadre de la mission d'information sur la rénovation énergétique, on a identifié cette problématique des formations. Et donc, on va essayer, dans la mesure du possible, d'essayer justement de faire un petit peu un tour d'horizon, une sorte de bilan des compétences aujourd'hui existantes et de savoir si on est prêt avec ce qu'on fournit aujourd'hui comme formation à relever les défis qui arrivent. Donc ça, c'est une première chose. La réalité, c'est qu'à ce stade, à ma connaissance, il n'y a pas cette analyse qui est faite, enfin, en tout cas pas de manière globale au niveau France. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé, donc c'est aussi un appel. Si vous l'avez quelque part, n'hésitez pas à me le faire remonter pour la mission d'information, ça me sera très utile. Et au-delà de ça, effectivement, on sait identifier qu'il y a des mailles qui ne se font pas aujourd'hui, et donc on a d'ores et déjà des prescriptions pour le fait de se rendre compte qu'il va falloir soit de nouvelles formations. On dit souvent que les métiers de demain n'existent pas encore, mais en fait, on sait déjà que dans le secteur du bâtiment, il y en aura un certain nombre à créer et à pousser et à organiser. Mais pour qu'on y arrive, il faudra aussi qu'on soit capable d'enthousiasmer les étudiants vers les métiers du bâtiment. Il faut qu'on arrive à en changer l'image et à rendre ces filières beaucoup plus attractives, parce que sinon, on pourra créer des filières, mais dans lesquelles personne ne voudra aller. Voilà, il faut aussi qu'on soit capable de se rendre compte que c'est des métiers d'avenir qui... Moi, je dis tout le temps, il faut dire aux jeunes, au lieu de faire grève le vendredi pour le climat, il faut qu'ils s'engagent dans les métiers du BTP. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais François, tu voulais... oui, donc il y a beaucoup d'initiatives en ce moment autour du réemploi. Donc réemploi, ça veut dire pouvoir réemployer. Donc il y a déjà des conditions qui sont posées. C'est connaître les matériaux qui pourraient être réemployés. Sont-ils en état d'eux, puisqu'il y a la question de la responsabilité, oui bien sûr, de l'assurabilité.
Et puis, de trouver tout de suite un usage à ces matériaux-là. C'est quand même pas si évident que ça de faire des stocks. Donc, la question est largement débattue. Donc, au moins dans le Grand Est, on va dire c'est mon périmètre, mais sur l'Alsace ou sur Strasbourg, on a une association qui s'appelle BOMA, les bonnes matières, donc qui organise justement cette récupération, autant que faire possible, de matériaux presque neufs ou des rebuts ou des choses comme ça, ou de démolition, de déconstruction, pardon, pour être réemployés, ils les mettent en valeur, ils les mettent en truc, etc. Et aujourd'hui, ils ont un lieu qui permet à tout le monde de venir se servir. Donc, il faut aller voir ce que c'est, parce que c'est quand même un effort assez conséquent que d'organiser, en fait, ce déplacement de matière, finalement, et cette revalorisation de matière. Donc, c'est un vrai boulot. Effectivement, on peut poser de questions. Est-ce que c'est porteur d'emploi ou de sens? Oui, clairement. Donc on peut y aller là-dessus, et je pense que les prochaines étapes seront de faire porter à connaissance cette façon de travailler, de dédramatiser aussi, puisqu'on est quand même un peu inspiré consommation, on va dire ça comme ça. C'est plus simple d'aller au magasin acheter du carrelage neuf que d'aller finalement dans une recyclerie. On n'a pas ce réflexe-là encore. Et à grande échelle, sur des gros chantiers, ça fait quand même beaucoup de matière à trouver, adapter, etc. Donc il y a un réel effort d'adaptation, de réemploi. Il faut vraiment imaginer les choses. Fabrice, ton projet, on parle d'une poutre de temps en temps, ou on parle de certaines choses qu'on a vues qui ont été réemployées dans le bâti ancien. Donc, elles ont fait plusieurs siècles en réemploi déjà. Donc, on retrouve ça assez couramment dans les fermes, puisqu'elles ont 300 ans, etc. Donc, on trouve effectivement des bois qui ont peut-être 2 siècles d'écart, mais c'était déjà du réemploi. Mais on va dire que c'est très, très fin quand même. Après, je ne sais plus quelle était la question initiale d'ailleurs, mais c'était la formation. Est-ce qu'il faut être formé finalement pour être capable de déconstruire et afin de permettre finalement la réutilisation? Oui, former. Alors, c'est pas une grande formation, donc une fois de plus, on peut aussi proposer ou imaginer des travaux, je dirais, pour des personnes qui ont besoin de boulot simple quelque part. Donc, c'est très manuel quand même. Hein. C'est comment on glorifie, comment on valorise finalement ce geste de démonter, de bouffer quand même pas mal de poussière. Il faut donner sens justement. Et je pense qu'en disant que voilà, tu contribues à aussi la réduction d'émissions de CO2, ça peut être quelque chose qui peut être partagé avec toutes sortes de personnel de main d'œuvre. Il y a vraiment beaucoup de messages à passer là derrière. Ça reste du bâtiment, ça reste difficile, hein, physiquement, etc. Donc effectivement, la motivation des jeunes dans l'artisanat ou encore pire dans la démolition, il va falloir encore l'inventer un petit peu, mais je suis d'accord qu'il faut le motiver. Il y a aussi des recycleries autour d'Emmaüs qui se mettent en route aujourd'hui, le même principe. Voilà, c'est d'essayer de récupérer de la matière pour pas avoir à la fabriquer. Merci François, merci Madame la députée. Oui, Julien. Un complément, Julien, si tu permets, à ce qui vient d'être dit par François, Madame la députée, à la fois sur les aspects de formation et les aspects de plateforme de réemploi. Et en complémentarité avec ce que vient de dire François sur des plateformes physiques ou l'apprentissage, si je peux dire physique de la chose, il y a aussi, il faut aussi regarder un peu ce qui existe du côté numérique et virtuel, si je peux dire, avec des solutions qui existent aujourd'hui au niveau national d'un côté sur le réemploi, c'est des plateformes numériques qui se mettent en place. Je pense notamment à une solution qui s'appelle Cycle Up, qui a été développée il y a pas longtemps par le groupe Aegis. Et également sur le volet formation, là aussi il y a des choses qui existent mais qui ne remplacent pas non plus le physique, mais qui viennent en complément, des formations qui existent sous forme de cours en ligne. Donc c'est la fameuse plateforme de MOOC bâtiment durable qui effectivement organise beaucoup de formations sur beaucoup de sujets, dont le réemploi. Merci Julien. Juste encore pour finir, je pense qu'on peut aussi s'adresser aux artisans qui travaillent normalement sur un chantier, qui auraient une part de valorisation des matériaux. Ils peuvent très bien le faire eux-mêmes. Hein. Il n'y a pas forcément une formation nouvelle. Hein. Ok, ça marche. Peut-être je propose qu'on prenne une autre question. Parfait. On avait la question, donc, que pouvez-vous dire concernant la nécessité de densifier l'habitat pour limiter la dépense énergétique et l'artificialisation des sols? En fait, c'est un peu une remise en cause de la rénovation face à une reconstruction mieux réfléchie sur la répartition de l'espace. Alors, oui, alors c'est une question que me trotte aussi pas mal dans la tête en termes d'études, scientifiquement parlant. La densification urbaine était. Alors, j'ai envie d'ajouter à cette question avant de céder la parole à mes collègues de table ronde. Par exemple, que penser de l'exemple anglais ou écossais où on voit dans certaines villes, sur des bâtis à caractère patrimonial historique, qu'on est venu ajouter des étages assumés, modernes, pour gagner en densification, gagner des mètres carrés. Finalement, cette notion de densification, donc réhabiliter, rénover en densifiant,
qu'en pensez? Alors, peut-être Fabrice, là-dessus? Moi, je pense que c'est un petit peu... En fait, si vous voulez, ma philosophie, c'est qu'il n'y a pas de règle générale. C'est en fonction de l'existant, du bâti, de la ville, du caractère et de ce que les gens vont pouvoir y faire. Si on peut densifier un bâtiment ou un quartier existant en ayant une réflexion intelligente, notamment sur le mélange des activités dans un même quartier, pour qu'ils vivent réellement, pourquoi pas? Ça peut être une solution, mais ce n'est pas une panacée non plus. Pardon, oui. Un petit truc. Vas-y, François. Je pense que densifier, oui, c'est toujours intéressant. C'est l'idée d'économiser quelque chose, d'économiser du foncier, hein, quelque part. Donc, on sent bien que là où le foncier est cher, on aura tendance à monter. C'est souvent cette impulsion-là qui permet de densifier. Je dirais que densifier, c'est aussi transformer. Si on n'est pas sur des territoires très tendus en foncier, je veux dire, à la campagne, dans les villages, les maisons sont très grandes. On peut faire 2 logements d'un logement. C'est une façon de densifier. Il s'agit plus de remplir que d'augmenter à la campagne. Hein, c'est beaucoup de vide. Donc, plutôt que de faire des lotissements qu'on va pouvoir aujourd'hui peut-être mettre sous le spectre du carbone aussi, hein, donc en termes de paysage et de dépenses carbone. Donc, j'avais fait une étude sur un petit village de 1000 habitants qui se paupérise, etc., comme la majorité. Et ben, le stock mutable en l'espace de 10 ans, le stock immédiat mutable de logements correspondait à peu près une expansion de 30 ans au rythme actuel en créant des lotissements. Donc ça veut dire que pendant 30 ans, tranquillement, on pouvait muter le patrimoine. Le tout, c'était d'arriver au bon moment, au moment où la personne cède le bâtiment, de pouvoir couper ça en 2, recréer, imaginer des typologies qui n'existent pas dans les villages, par exemple des petits logements, des logements accessibles pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent rester dans le bled, etc., etc. Donc la mutation, là, est tout à fait porteuse de sens et évite de densifier. Finalement, ça change rien du tout à la structure du village, ça crée pas de nouvelles voiries ni quoi que ce soit. Et après, densifier en ville un peu déjà dense, il y a le problème des véhicules. N'oubliez pas qu'après, on crée du flux, on crée du stationnement. Et est-ce que les villages le méritent? Est-ce qu'ils savent l'accepter? Est-ce que les PLU sont pas un peu trop stricts sur ces choses-là? Ça pose beaucoup de questions, en fait, la densification. Je suis d'accord avec toi, François, mais je pense il y a un point intéressant, c'est que effectivement, il y a beaucoup de places disponibles. Et en même temps qu'il y a cette place disponible, si on peut se regrouper, encore une fois, moi j'insiste toujours sur l'aspect de sociabilisation de l'être humain, qui est un animal, hein, il a besoin d'être avec ses congénères. Si on permet de recréer de la vie dans des villages un peu abandonnés par cette densification interne, finalement, je trouve que c'est une bonne solution. Et peut-être qu'à la limite, il faut même parler entre guillemets, d'une nouvelle frontière, et au lieu d'avoir des lotissements que moi je qualifie de sauvages, parce qu'en fait, la plupart du temps, ils défigurent un paysage existant, cette densification, au contraire, elle redonne une nouvelle histoire à des bâtiments existants, et qui souvent ont été construits vis-à-vis des conditions climatiques parfois extrêmes, de manière plus intelligente. Je pense à des ports en Bretagne, ou à des habitations en montagne, ou même par rapport à des vents dominants dans les plaines. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, je crois même que le sens de la loi qui inspire les PLU, normalement, en instruction de PLU, l'instructeur est obligé de justifier la création d'un lotissement s'il n'y a pas de solution alternative de réemploi ou de mutation, de densification dans le village existant. Et ça, c'est des études, une fois de plus, c'est du jus de cervelle, mais il faut vraiment que ce soit pris au sérieux, parce que sinon la facilité ou la paresse intellectuelle permet quand même de plus facilement faire un lotissement. Madame la députée, vous vouliez intervenir? Oui, je veux bien, merci. Et en fait, je trouve que derrière le terme densification, il y a des craintes qui se disent pas directement. C'est que quand on dit densification, on entend à la fois tout bétonner et perdre un lien avec la nature, et de l'autre côté, on entend une logique de promiscuité qui serait augmentée. C'est pas parce qu'on densifie que ces deux écueils-là sont forcément obligatoires. Aujourd'hui, on sait construire beaucoup mieux qu'on ne le faisait. On va pas fabriquer des cages à lapins pour tout le monde quand on densifie. C'est justement là où il y a toute la créativité des architectes qui est à l'œuvre et qui permet d'éviter tout ça pour justement penser la densification non seulement comme finalement relier le bâtiment qui n'est pas une île, mais au réseau de bâtiments qui créent les villes et les villages et qui créent la société finalement,
Ça, c'est vraiment important. Et à l'occasion de la densification, comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi la capacité à proposer de nouveaux services. La densification, elle est mixte. C'est-à-dire que dans la densification, vous pouvez imaginer peut-être pas de faire que des logements, mais de créer des bureaux, des commerces, des services de toutes sortes qui, du coup, ne vont pas être vécus comme plus de la même chose au même endroit, mais une opportunité de diversification dans les apports et les usages. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut essayer de viser. Il faut donc se battre contre une vision un peu stéréotypée de la densification pour montrer qu'elle est pleine d'opportunités. C'est un peu comme quand on parle d'industrialisation ou de massification, ça fait très peur. On se dit, oh là là, on va tout standardiser, ça fait tout pareil. Non, on peut, comme vous l'avez très très bien dit, on peut standardiser, uniformiser, massifier, industrialiser un certain nombre de méthodes pour gagner en performance concrètement, et en même temps arriver quand même à maintenir cette capacité du geste unique, du projet qui fait sens à l'échelle territoriale. Voilà. Donc je crois qu'il faut vraiment se battre contre des mots un petit peu qui sont urticants par principe, mais qui n'ont pas raison de l'être. Merci. Alors, est-ce qu'on prend une dernière question, peut-être? On va faire une petite dernière. Alors, le réemploi n'est-il pas limité par les questions assurantielles et réglementaires, justement? Il est nécessaire, sauf erreur, d'apporter des garanties sur la performance. Si je peux me permettre, je crois qu'il y a une plateforme. Enfin, on a une table ronde spéciale réemploi qui va suivre. Hein, donc ça, peut-être, j'invite... voilà. On peut peut-être en dire quelques mots rapidement, mais je pense qu'il y aura des réponses qui seront apportées dans le reste de la journée sur cette thématique. Je pense qu'il faut vraiment aller à la table ronde qui traite de ça. Sinon, le réemploi aujourd'hui, c'est un phénomène. Et bien sûr, l'assurabilité, ça a été dit, ça rentre pleinement et entier. Maintenant, il peut y avoir du mobilier, du scompteur, des choses de réemploi, de finition, qui ne rentrent pas dans le cadre de l'assurance. Ça c'est quelque chose que moi, j'essaye de rappeler aussi. Quelles que soient nos créativités, le premier rôle du bâtiment, c'est sa sécurité. Et il faut qu'effectivement, on ait toujours en tête cette notion de... le premier rôle d'un professionnel du BTP, c'est d'assurer la sécurité à la fois des gens qui installent les produits et à la fois des gens qui vont vivre à l'intérieur. Donc ça, c'est effectivement, on pourrait être aussi créatif qu'on le veut, ce sera toujours dans les lignes et dans les limites de cette contrainte de sécurité et de durabilité dans les usages. Merci de ce rappel. Hein. Je crois que c'est effectivement c'est important de toujours y revenir. Combien même nos sujets de carbone et d'environnement sont extrêmement importants, mais ça ne supprime pas non plus cette solution. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Oui, on en a plein d'autres même. On en a plein. Alors, on en choisit une bien et puis même si je ne doute pas qu'il y en ait plein qui soient très intéressantes. Oui, voilà. Alors, j'avais la démolition pour reconstruire ou rénover est-elle enseignée lors des études d'architecture? Je ne sais pas qui veut répondre, mais j'ai l'impression que je vais répondre. J'ai l'impression qu'on a un enseignant, enfin quelqu'un qui intervient en enseignement en école d'architecture autour de la table. Ouais. Alors la démolition dans l'acte d'apprendre d'architecture, non, hein, quand même. On va essayer de pas commencer par là. On sait que peut-être que ce qu'on produit va être un jour démonté. C'est déjà pas mal de pouvoir partager cette responsabilité-là avec des jeunes, de dire voilà, ce que vous allez construire un jour va avoir un impact, un prix. Plus il sera durable, moins on aura à le démolir ou à le reconstruire ou à le refaire ou à l'entretenir, mieux ce sera. Donc c'est cette notion de durabilité et de bonne construction. Hein. Ça rejoint ce que vous disiez, comment on apprend à bien construire. Comment on apprend demain à bien réhabiliter. Donc déjà, on pourra se poser cette question-là dans les études d'architecture. Est-ce qu'on apprend à bien réhabiliter? Je dirais pas trop, pas assez, de loin pas suffisamment par rapport à ce qui se développe dans les années à venir. Donc je pense que c'est un enseignement qu'il faut absolument renforcer, clairement. Et déjà, il y a des écoles d'architecture dans toutes les régions. Déjà que chaque école d'architecture enseigne le produit typique de la région, le pittoresque de la région, le bâti vernaculaire de la région. Je pense que c'est un enseignement qui peut bien tenir dans un semestre. À partir de là, on a les clés de langage et les clés d'analyse et on pourra se déplacer sans aucun problème pour comprendre les phénomènes finalement qu'on va rencontrer dans telle ou telle région. Donc je pense que dans les écoles d'archi, c'est quelque chose qui devrait rentrer ou en option de manière un peu plus active. Et je dirais la démolition, puisque c'était votre question ou la question qui a été posée, c'est juste prendre conscience de l'impact environnemental des matériaux qu'on démolira un jour. Hein, un jour, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans.
l'impact sera là à ce moment-là. Donc, moins il sera impactant, mieux ce sera. Et c'est ce qu'il faut enseigner aux jeunes, je dirais même aux adultes aussi. En formation professionnelle, il y a besoin de tout savoir. Merci François pour cette réponse très claire. Moi, je voudrais, Alors, oui, si je peux juste 2 secondes, oui, je suis d'accord avec François. 2 secondes, c'est parfait. Mais je voudrais rajouter que la démolition, dans le processus de construction, a aussi une dimension à la fois philosophique et technique. Sur un chantier, le moment où on a enfin tout curé est un vrai plaisir, autant que quand on enlève toutes les protections et qu'on fait la réception du chantier. Mais en termes de technique et d'évolution du projet pendant la construction, quand on a démoli, on peut se rendre compte qu'on peut peut-être avoir besoin de modifier un tout petit peu certaines, ou beaucoup parfois, certaines parties du projet, parce que la démolition nous a permis de mettre à jour soit des usages plus intéressants d'une pièce retrouvée, soit au contraire des fragilités qui n'étaient pas prévues au départ. Je veux bien ajouter, si vous me permettez. Oui, alors parce que je vous permets, puis je vous laisserai même le soin de proposer une petite ouverture qui clôturera notre table ronde. Ah bah fantastique. Non mais du coup sur ce sujet-là effectivement du rôle des architectes, pour moi il est absolument central. On a besoin effectivement et moi j'ai été une ancienne prof dans une autre vie et l'imaginaire des jeunes sur les métiers d'architecte, c'est faire des plans pour construire du bâtiment neuf. Et ça c'est un petit peu le stéréotype du métier. Je crois que on a besoin vraiment de toutes vos imaginations pour arriver à faire transformer ce métier-là pour qu'à la fois on ne soit pas simplement dans la notion d'un bâtiment qui est beau à l'extérieur, mais qui, dans l'usage quotidien, dans la manière dont il est vécu, dans la manière dont il peut évoluer dans ses usages au fil du temps, en fait, on se rend compte que c'est tout ça, en fait, les métiers d'architecte, et pas simplement la vision, en fait, très éloignée du réel qu'on peut en avoir à l'extérieur. Donc, je trouve que justement, on est toute une nouvelle génération d'hommes qui soient prêts dans les 30 années qui viennent à relever les défis qu'on a mentionné dans le cadre de cette table ronde. Et donc, effectivement, pour conclure, puisque vous m'en lancez la perche, je dirais qu'on est passé vraiment d'une rénovation énergétique à une logique de rénovation vraiment environnementale. Et ça, c'est vraiment clé, c'est une transformation, c'est vraiment un élargissement. C'est donc non seulement prendre en compte, au-delà de l'économie d'énergie, mais vraiment la dimension climatique dans son ensemble. C'est aussi penser le bâtiment non plus uniquement en lui-même comme une île, comme je le disais, mais vraiment dans sa manière de se relier aux autres bâtiments, à son territoire, pour faire ville, pour faire village, pour faire société. Et ensuite, de manière indirecte, ça compte aussi pour les questions de transport et de mobilité. La raison pour laquelle on se déplace d'un endroit à l'autre, c'est parce que les services qui sont disponibles dans les bâtiments dans lesquels on est, on ne les trouve pas et qu'il faut les chercher ailleurs. Enfin, c'est quand même un peu ça. Et donc, il faut le penser. Ensuite, il y a cette question de rénovation dans la logique environnementale, dans l'environnement intérieur, c'est-à-dire le plus intime, le tourner vers l'habitant, dans son confort, dans sa vie quotidienne, dans son usage. Et ensuite, enfin, tout ça dans une logique avec une appréhension économique dont on ne peut pas s'extraire. Voilà. Il faudra quand même réussir à faire tout ça avec raison et avec mesure pour qu'on arrive. Et ça, je voudrais vraiment juste reprendre en fait les mots de François Liman parce que j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est comment on fait pour démocratiser aujourd'hui l'excellence qu'on trouve dans nos territoires et la rendre accessible à tous de partout. Voilà un petit peu ce que moi je voulais dire en conclusion. Parfait. Je voudrais vous remercier Madame la députée, François Lerman, Fabrice Noll, Julien Burgholzer, d'avoir bien voulu participer à cette table ronde que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer.